Philippe, justement, peut-être nous présenter un peu cette équipe d'Aston Villa. Il faut s'attendre à quoi? Parce que on voit leurs très bons résultats depuis qu'Unai Emery est arrivé. Il y a beaucoup de visages connus dans cette équipe. Lucas Digne, Marco Asensio, voilà, il y a Marcus Rashford. C'est une équipe qui va jouer quoi? La transition, la possession, le combat. C'est plutôt une équipe complète. Voilà. Est-ce que tu peux nous dresser peut-être les forces et faiblesses en présence? Alors, la grande faiblesse de cette équipe d'Aston Villa, c'est l'inconstance. En ce sens qu'elle offre des visages complètement différents de match en match, et parfois dans les mêmes matchs. Et tu pourrais prendre l'exemple de ce qui s'est passé ce week-end, où on a assisté à un match de très très haut niveau au passage contre Forest, qu'ils ont fini par gagner par 2-1. Ouais. Tu regardes l'Aston Villa des 15 premières minutes de cette rencontre, tu te dis que le PSG a beaucoup de raisons d'avoir très très peur. Parce que ça va très très vite, parce que tu as des joueurs qui ont un talent, enfin, qu'on ne connaît pas encore nécessairement. En Angleterre, des joueurs comme Rodgers, par exemple, c'est pas, enfin, je parle pas en Angleterre, mais en dehors de l'Angleterre, des joueurs comme Rodgers, je ne sais pas si vous avez vu ce premier but absolument extraordinaire, le contrôle de l'extérieur du pied droit en pleine course et la frappe croisée du pied gauche dans le petit filet opposé, c'est du sérieux, quoi. Et en plus de ça, il avait laissé beaucoup de ses joueurs au repos. Par curiosité, je regardais le banc d'Aston Villa dans ce match contre Nottingham Forest. Je rappelle que Nottingham Forest est actuellement troisième du championnat d'Angleterre, donc ce dont on parle, c'est un choc pour une place en Ligue des Champions l'année prochaine, hein, on est bien d'accord. Eh ben, sur le banc d'Aston Villa, on avait Lucas Digne, on avait Mati Cash, l'international polonais, Ezri Konsa, l'international anglais, Pau Torres, John McGinn, l'un des joueurs, normalement l'un des réguliers, Jacob Ramsey, lui aussi un régulier avec Aston Villa, Boubacar Kamara, qui fait on va dire, une très belle carrière à Villa, et puis Marcus Rashford. Voilà, il avait laissé tout ça sur le banc. Et avec cette équipe-là, c'était pas une équipe B qui était présente. Et c'est ça qui a changé. C'est que la densité de l'effectif est beaucoup plus importante que ce qu'elle était autrefois. C'est une équipe qui est assez versatile, encore une fois, qui va très très vite, dont les joueurs arrivent en forme au bon moment. Tillmans est très très bien, je vous rassure, ou je vous rassure pas du tout en disant ça. Encore une fois Rodgers. Et puis bon, Asensio, c'est l'Asensio que pensait signer le Paris Saint-Germain, j'imagine, que vous voyez aujourd'hui. Et il y a beaucoup de permutations possibles avec des joueurs comme Bailey, comme Watkins, etc. Donc, offensivement, c'est une équipe extrêmement dangereuse. Peut-être moins à l'aise. Allez, je donne un petit secret là pour Luis Enrique. Enfin, c'est pas un secret du tout parce que j'imagine que ça fait des semaines qu'il planche là-dessus. Si vous lui laissez du temps et de l'espace, bonne chance. Par contre, on a vu ce qu'a fait Nuno de Nottingham Forest pour changer l'équipe de ce match. Au départ, Nuno, il avait mis un 3-5-2, 3-4-3, 3-5-2, dans lequel tu avais quand même pas mal d'espace, mais de gros problèmes parce que la vivacité des joueurs de Villa et le fait qu'ils puissent aller sur les côtés, sur les flancs, a vraiment causé de gros problèmes à Nottingham Forest. Ensuite, il est passé en marquage individuel. On voit plus ça trop de nos jours, hein. Ah oui. Mais en marquage individuel en seconde période. Et en seconde période, quelle a été la meilleure équipe? Ça a été Nottingham Forest, qui s'est créé 4, 5, 6 occasions très nettes et aurait pu franchement gagner cette rencontre. Donc tu vois, attendez-vous à une équipe très vive, très imaginative, avec des individualités capables de faire la différence par eux-mêmes, mais qui a également des fragilités et une certaine inconstance dans la façon dont même si là ils en sont, je crois, à 7 victoires de rang, toutes compétitions confondues, il y a une certaine inconstance dans les performances et parfois même à l'intérieur du match. Donc pour le PSG, ça signifie la pression sur le porteur du ballon et ça signifie également, même en situation de difficulté, se rappeler que ce Villa a toujours des moments de faiblesse dans tous ses matchs. Je vais te laisser la parole sur l'aspect Unai Emery parce que évidemment, on a tous envie de savoir ça. Comment tu expliques avec le recul maintenant et le fait qu'on connaisse un peu mieux Unai Emery que ça n'ait pas fonctionné au Paris Saint-Germain? Est-ce que le projet n'était pas adapté à ses qualités à lui? C'est un homme qui a besoin de temps, qui a peut-être besoin de joueurs moins exposés que ceux qu'il a pu avoir au Paris Saint-Germain. Comment tu expliques que finalement ça n'ait pas duré plus longtemps? Mine de rien, quand Unai Emery arrive à l'été 2016, le PSG n'a que 5 ans version QSI. Pour moi, c'est un élément qui est très important parce que le PSG, notamment par rapport à sa direction, par rapport à sa politique sportive, n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui.
Parce que si Luis Enrique a les moyens de ses ambitions dans tous les sens du terme, c'est parce qu'on a un PSG qui a appris de ce qui s'est passé les années précédentes et a décidé de suivre un cap qui est totalement différent d'il y a 6-7 ans. À l'époque, on était un PSG qui était davantage sur valoriser le club dans tout son ensemble à travers une politique très agressive sur le marché des transferts, à travers une politique où on faisait la part belle aux stars. Et là, du côté du PSG, il expliquait avant un match Arsenal-PSG, il n'est pas venu pour gagner avec des champions, il est venu pour construire une équipe. Pour moi, c'est une phrase qui est lourde de sens. C'est une phrase qui est lourde de sens, qui renvoie à ce qui a été fait les années précédentes. On n'était pas nécessairement intéressé à l'idée de construire une équipe. Donc je pense que Unai Emery, malheureusement, c'est le destin de beaucoup d'entraîneurs, est peut-être venu 5-6 ans trop tôt, et que peut-être qu'Unai Emery, il vient à l'été 2023, eh ben, on a une autre écriture sur Unai Emery en tant qu'entraîneur. Parce que, effectivement, il sortait d'un passage plus que réussi avec Séville. À Arsenal, ça avait très bien commencé la première saison. Parce que ce que tu dis là, sur peut-être qu'Unai Emery est arrivé un peu trop tôt au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on pourrait dire qu'Unai Emery est arrivé un peu trop tôt à Arsenal, Philippe, aussi? Je pense que tu peux le dire avec le recul. C'est pas du tout comme ça qu'on l'avait perçu, dans la mesure où, en effet, son début de règne s'était plutôt bien passé, et c'est ensuite, au fil des mois, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais très honnêtement, les choses qui ne marchaient pas, c'était des choses qui ne marchaient pas avec le recrutement d'Arsenal. Mikel Arteta, ça n'a pas fonctionné tout de suite, hein. Il a fallu du temps. Et en l'occurrence, on a perdu confiance et on a perdu patience, je dirais, surtout avec Unai Emery. Il y avait une énorme pression de la part des supporters, parce qu'il faut se replacer dans la perspective de l'époque où on était arrivé à un moment où les supporters étaient en deuil d'Arsène Wenger avant qu'il soit parti. En ce sens qu'on voulait qu'il s'en aille, parce qu'on savait que les choses ne fonctionnaient plus comme elles auraient dû fonctionner. Et du coup, son successeur se retrouvait en situation un petit abracadabrante, dans la mesure où il héritait d'une équipe qui avait été fabriquée, faite par un autre complètement, une équipe dont on connaissait les limites, mais en même temps, on attendait de ce nouvel entraîneur, qui arrivait en plus de ça avec une certaine réputation, qu'il reprenne les choses en main et qu'il remette Arsenal sur le droit chemin très rapidement. Et je me souviens, les premiers mois je ne veux pas dire de bêtises, mais les premiers mois après l'arrivée d'Unai Emery, moi j'étais à Craven Cottage, et j'ai entendu les supporters en déplacement d'Arsenal, « We've got our Arsenal back ». Je me souviens de ce moment où on s'est dit, ça y est, c'est arrivé, il a trouvé un moyen de faire fonctionner cette équipe comme elle devrait fonctionner. Et puis, ça s'est délité. Et puis, on a perdu patience. Et puis, on a perdu confiance. Et puis, on a dit au revoir et on a fait venir Mikel Arteta. Et maintenant, en plus de ça, il y avait un côté, je dirais presque xénophobe dans la façon dont on percevait Unai Emery à cause de la façon dont il parle anglais. Il a un très, très, très fort accent. Et du coup, les gens se moquaient de lui. Et il se moquait de quelqu'un dont il ne se rendait pas compte qu'il avait affaire à un des très, très grands entraîneurs européens de sa génération. Alors là, maintenant, c'est terminé. Parce que le boulot qu'il fait à Villa est absolument exceptionnel. Il a ramené Villa là où on ne les attendait absolument pas, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Et du coup, je crois que les gens se sont rendus compte, y compris à Arsenal, qu'ils avaient peut-être jugé un petit peu rapidement ce remarquable entraîneur. Elton, on a l'impression dans le parcours d'Unai Emery, justement, il y a eu ces tests, 2 énormes clubs, PSG, Arsenal, qui n'ont pas été les tests les plus concluants. Mais à côté de ça, FC Séville, Aston Villa, Villarreal, non pas qu'ils ont les mêmes moyens, mais on est sur des catégories de clubs peut-être un petit peu en dessous des outsiders. Est-ce que c'est un entraîneur qui n'est pas fait pour coacher des immenses clubs, de par le côté peut-être un peu moins politique, un peu moins séducteur, comme tu le disais, Philippe, on peut lui reprocher des choses, la presse peut lui tomber dessus. Est-ce que ce mythe de l'entraîneur qui est fait pour des plus petits projets, ça existe vraiment? Après, il faut quand même contextualiser, parce qu'on parle de 2 projets qui étaient des étapes très importantes. Il faut quand même préciser que le PSG sortait d'un traumatisme face à Manchester City, où il y avait clairement la place pour aller loin en Ligue des Champions, et tu perds contre Manchester City avec ce rocambolesque 3-5-2. Donc on avait un PSG qui se cherchait. Du côté d'Arsenal, Philippe l'a expliqué, on sortait des années Wenger. On sortait des années Wenger. Donc je pense que le malheur d'Unai Emery, c'est qu'il en avait parlé dans une interview à El País au moment de son arrivée du côté du PSG. Et d'ailleurs, rétrospectivement, ça a eu une importance sur la suite de sa carrière de coach. Il n'est pas encore tombé sur un club qui a trouvé la bonne méthode de travail pour rester au sommet. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé sur un club qui avait une vision claire, précise, et qui était un club gagnant.
le PSG attendait de lui qu'il passe un saut qualitatif. On attendait Arsenal qu'il soit le successeur d'Arsène Wenger avec tout ce que ça comporte. Et malheureusement, on est resté sur cette idée. Maintenant, il s'est retrouvé du côté d'Aston Villa. Aston Villa, où sincèrement, il fait un travail qui est remarquable. Mais les attentes sont quand même différentes. Moi, je pense que Unai Emery, attention, ça reste quand même, à l'échelle des entraîneurs, ça reste un entraîneur qui est quand même jeune. Je pense qu'il est quand même capable de trouver... Enfin, j'espère qu'Aston Villa, ils seront pas très fâchés de ce que je vais dire. Il sera capable de trouver un club qui sera bâti pour regagner la Ligue des Champions. Encore que, en octobre 2023, dans une interview aux médias espagnols Relevo, lui, il a dit qu'il était quand même capable de gagner la Ligue des Champions avec Aston Villa. Ça pouvait prêter à sourire parce qu'à l'époque, Aston Villa était en Conference League. Maintenant, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions. Ils sont en quart de finale de Ligue des Champions avec l'ambition d'aller en demi-finale. Le grand enjeu de cette fin de saison, c'est de savoir qui va être dans le top 4, qui va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est un week-end où il y a eu pas mal de bouleversements. Lyon qui a gagné face à Lille, notamment, et qui s'est replacé. Strasbourg, qui est désormais 4e. Donc voilà, on part de Marseille avec 52 points, on arrive à Lille à 47 points. Il y a 6 équipes là-dedans. Comment tu analyses ça ? Sincèrement, là, sur le sprint final, ça devient dur de gagner des matchs de Ligue 1 parce que on l'a vu, les équipes qui ont gagné les matchs, à savoir Marseille, Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, ils ont été en difficulté. Ils ont été en difficulté. L'Olympique Lyonnais a été rapidement mené par Lille et il gagne dans les dernières minutes grâce à un but de Ryan Cherki. Strasbourg est tombé sur une équipe de Reims qui est euphorique de par sa victoire contre l'Olympique de Marseille et de par sa qualification contre Cannes en finale de Coupe de France. Et Reims reste notamment engagé dans la lutte pour le maintien. Et Strasbourg a connu des difficultés. Et enfin, l'Olympique de Marseille est passé pas loin de la catastrophe. Donc c'est très difficile et donc ça se retranscrit notamment sur le haut de tableau hors PSG où c'est très difficile de dégager une tendance précisément parce que les équipes sont irrégulières. Nice est quand même engagé sur une série qui est vraiment mauvaise, c'est 1 point sur 12. Monaco, qui avait repris la 2e place 4 mois après, s'est encore pris les pieds dans le tapis face à Brest avec 2 cadeaux de Keun. Donc sincèrement, c'est très compliqué de dégager une tendance et je pense que ça va se suivre jusqu'à la fin du championnat. Qui a le plus de chances, sans forcément donner de nom, mais est-ce que c'est une équipe qui va réussir à faire un enchaînement de 3 victoires qui va être le mieux placé, ou est-ce que ça va être plutôt celle qui ne perd pas, qui va réussir? Comment tu vois les choses? Comment ils vont réussir à se départager finalement? C'est celle qui va prendre des points. Oui, celle qui va prendre des points. Celle qui va prendre des points. Alors évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais ce que je veux dire par là, on sait qu'il va y avoir des confrontations directes, à commencer samedi prochain entre Monaco et Marseille. Et là, tu peux faire d'une pierre 2 coups, c'est-à-dire prendre des points et en enlever à ton concurrent direct. Notamment quand tu parles de l'Olympique de Marseille ou de l'AS Monaco. Donc vraiment, il va falloir faire des journées où tu vas prendre au minimum 1 point et continuer d'avancer parce que aujourd'hui, il est question que de ça, avancer dans ce championnat et prendre des points par rapport aux concurrents directs dans la mesure où les écarts de points sont extrêmément faibles. Donc aujourd'hui, oui, une série de victoires serait quand même bienvenue, mais sincèrement, Cyril, en ce moment, oui, il y a Strasbourg, et pour les autres équipes, les équipes les plus attendues, que ce soit Monaco, que ce soit Marseille, c'est très difficile de dire qu'ils peuvent faire 3 victoires de suite. Il va quitter les Citizens en fin de saison. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il parte? On a vu que c'était plus le même Kevin De Bruyne qu'avant, que physiquement c'était pas le même joueur. Il n'avait pas le droit à un traitement de faveur. Pep Guardiola a décidé qu'il fallait l'écarter, donc il est écarté. Oui, c'est pas du tout une décision qu'il prend lui-même. Il aurait souhaité demeurer à Manchester City. Ça fait quand même 10 ans qu'il était à Manchester City, c'est assez incroyable. Et c'est une décision à la Guardiola, c'est-à-dire que c'est sans pitié. Et d'un côté, il a dit ce joueur immense mérite qu'on lui dresse une statue à la sortie du stade. De l'autre, non, tu joueras plus pour Manchester City à partir de la saison prochaine. C'est un constat. Hein, je veux dire, Kevin n'a plus les jambes qu'il avait il y a 10 ans, voire même il y a 2 ou 3 ans, tout simplement. Il n'a plus tout à fait le même rendement au sein d'une équipe. En plus de ça, il fait un petit peu les frais du contexte, dans la mesure où c'est une équipe vieillissante qui a besoin de 109, ça tout le monde le sait. Il fait partie des trentenaires de cette formation. Du coup, il va falloir se séparer de lui. Et il y a un autre aspect également, c'est qu'il a quand même un salaire considérable. Hein. On parle de à peu près presque 500 000 € par semaine. J'ai bien dit par semaine. Ça fait beaucoup. Et même Manchester City doit faire attention à ses comptes. Donc,
en se séparant de Kevin De Bruyne, on se sépare également d'une charge assez importante pour un joueur qui n'est plus un titulaire indiscutable qu'il avait été dans le passé. Alors ça va laisser un trou énorme, pas seulement pour Manchester City, mais je pense pour toute la Première Ligue. L'une des choses qui me chagrine un petit peu, c'est que ce joueur absolument phénoménal, qui a été le meilleur milieu de terrain de la Première Ligue, on va peut-être même dire le meilleur milieu de terrain de la planète pendant presque une décennie, va quitter l'Angleterre sans avoir été jamais élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre, ce qui me paraît complètement hallucinant. Mais c'est ainsi quand on voit que Phil Foden a été élu et que lui, non. Bon, ok. Et il va aussi laisser un trou parce que, à titre personnel, si je puis me permettre, ça a été un des joueurs avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir à travailler. Un mec absolument fantastique, aussi humble qu'il est talentueux, un Belge, quoi, tout simplement. Ouais. Avec les bonnes punchlines aussi, parfois, très lucide et parfois un peu piquant dans certaines analyses. Oui, et drôle aussi. Oui, très drôle, ça va avec, c'est vrai. J'aimerais bien qu'on parle du coach de cette Inter Milan, Simone Inzaghi, parce que c'est pas l'entraîneur dont on parle le plus finalement, même parmi les entraîneurs italiens. Voilà, quand on parle de la Juve qui cherche des entraîneurs, on parle d'Antonio Conte. On brasse beaucoup de noms et finalement on a l'impression qu'Inzaghi est souvent oublié des débats. Alors c'est lié au fait qu'il est très bien à l'Inter et que l'Inter a tout fait pour le sécuriser, on va dire. Mais comment on juge son travail et est-ce que finalement, parmi tous les entraîneurs présents dans ces quarts de finale de Ligue des Champions, il fait pas partie des tout meilleurs? Écoute, moi je peux être que d'accord avec toi parce que Simone Inzaghi, pour le coup, moi qui suis à Milan, je le vois beaucoup, même en conférence de presse. C'est vraiment un entraîneur, un très bon entraîneur. Vraiment, il fait pour moi partie du Gotha. Et je suis pas seul à le dire, Pep Guardiola l'avait dit avant la finale de Ligue des Champions. On parle quand même d'un entraîneur, Cyril, qui a atteint les 200 matchs avec l'Inter. Et crois-moi que c'est rare. Ils sont que 5 à avoir atteint ce nombre, ce chiffre avec l'Inter, et c'est des grands entraîneurs, on parle notamment d'Elenio Herrera, de Roberto Mancini, voilà, des entraîneurs aussi qui ont marqué l'histoire de ce club-là. Et depuis son arrivée, alors il a gagné un Scudetto la saison dernière où il avait ultra dominé la saison. Plus globalement, il a gagné quand même 5 Supercopes d'Italie. Si on prend son passé à la Lazio, il avait fait un très bon boulot, même avec la Primavera. Il a gagné aussi 3 Coupes d'Italie, dont 2 avec l'Inter. Donc voilà, c'est un entraîneur aussi qui amasse les trophées, un entraîneur depuis son arrivée à l'Inter, qui a une moyenne de points de 2,15 dans les environs là, donc c'est l'une des plus élevées de l'histoire du club. Il a un taux de victoire de 66%. Donc voilà, au-delà de l'empreinte tactique qu'il a apporté à cette équipe, on parle vraiment d'un entraîneur qui a aussi le palmarès, les chiffres, et qui pour le coup s'inscrit dans la durée. Et c'est rare aujourd'hui, on le sait, on voit un peu en Europe à quel point ça peut parfois valser au niveau des bancs. Inzaghi, lui, s'installe, mine de rien, la longévité, et on voit que les joueurs le suivent beaucoup, ce qu'il propose dans son vestiaire, son management, et vraiment on voit une belle équipe. Au-delà de ça, c'est vraiment un jeu agréable. C'est aussi un entraîneur qui a emmené l'Inter 2 fois en quart de finale dans les 3 dernières années, dont une fois en finale. Alors on verra, on y croit cette année pour pourquoi pas une nouvelle finale. Mais voilà, c'est aussi un entraîneur qui, mine de rien, dans la durée, a des résultats, a du jeu. Et crois-moi que les dirigeants de l'Inter bossent en coulisses pour le prolonger jusqu'en 2028-2029 peut-être, parce qu'ils sont vraiment satisfaits de son boulot. Et c'est vrai que moi, je suis totalement d'accord avec toi, on n'en parle pas assez parce que ce qui fait depuis son arrivée, il a forcément hérité du travail de Conte, avant qu'il avait quand même établi des bonnes bases. Il sortait quand même d'un Scudetto, Antonio Conte. Mais Inzaghi, voilà, c'est vraiment un entraîneur, c'est le meilleur entraîneur en Italie, ça sans conteste possible. On peut en parler avec Conte qui est revenu à Naples cette saison. Mais en tout cas, c'est un entraîneur qui, en Europe en tout cas, fait parler de lui et il méritait quand même un peu plus de médiatisation, on va dire. Alors, comment tu expliques justement ce décalage? Ce sera la dernière question, mais c'est pas un entraîneur qui a des mots très forts en conf. Voilà, on a l'impression qu'il est un peu sous les radars journalistiques parce qu'il est moins clinquant que d'autres. Mais comment tu l'expliques toi concrètement, qui est en Italie, que finalement il soit aussi discret? Écoute, pourtant, en conférence de presse, il est c'est un bon client, comme on dit, Cyril, chez les journalistes, donc on s'ennuie pas dans ses conférences de presse. C'est compliqué à expliquer. Je pense qu'il lui faudrait aussi un succès en Europe. Voilà, ce serait important. Il n'est pas passé loin, on se rappelle. C'est à City quand même,
où la finale, elle avait été plus que bonne. C'était une défaite 1-0, vraiment pas méritée pour l'Inter. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a besoin de peut-être de partir à un moment, tu sais, ailleurs, peut-être aller en première ligue, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'offres en première ligue. Je sais que Manchester United l'avait voulu. Manchester City avait pensé, pourquoi pas, pour l'après Guardiola, sous conseil de Guardiola, pour te dire à quel point Guardiola l'estime, Simone Inzaghi. Donc voilà, forcément, pour l'instant, il est resté qu'en Italie. Il a fait Lazio, Inter. Je pense que la prochaine étape, vraiment, pour faire parler de lui, voilà, c'est un départ à l'étranger. Voilà, on sait que la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde, probablement. Même si pour moi, si tu le sais, c'est la Serie A, vu de la botte. Mais voilà, je pense qu'un départ pourrait lui faire du bien, en tout cas pas tout de suite, parce que l'Inter veut vraiment le garder. Et je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut s'installer longtemps sur le banc de l'Inter. Mais voilà, par exemple, un départ, je fais une bêtise, à City, si Guardiola venait à partir, ben voilà, forcément, ça augmenterait un peu sa cote de popularité. Mais en tout cas, moi, je peux t'assurer qu'en coulisses, des offres, il y en a eu beaucoup. Manchester United a insisté pour l'avoir avant de miser sur les divers Ten Hag et autres entraîneurs. Aujourd'hui, Ruben Amorim, voilà, qui ne fonctionnent pas vraiment. Donc voilà, je pense que voilà, franchir l'étape, on va dire, supérieure en partant de l'Inter, ça pourrait être une solution pour faire plus parler de lui. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'Inter, ça fonctionne. Et cette saison, je peux t'assurer qu'ici, on rêve du triplé pour l'Inter, le même triplé de 2010 avec José Mourinho. Donc, on y croit et on a hâte de ce match aller face au Bayern Munich où, voilà, en tout cas, vu l'Italie, l'Inter est favori.